Bonjour les jeunes, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de notre théorie des organisations et dans la continuité des théories modernes, donc après l'école systémique, l'école de la contingence, facteurs internes et externes, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'école décisionnelle qui est une autre école qui appartient donc aux théories modernes. Donc c'est l'école décisionnelle. Après, bien sûr, comme à l'accoutumée, les notions clés que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo, ça sera tout ce qui concerne la prise de décision, la notion de rationalité limitée, la rationalité ce qu'on appelle substantive et la rationalité procédurale. Et puis, nous allons continuer vers ce qu'on appelle le modèle de la poubelle et enfin nous allons voir la relation entre la décision et le pouvoir. Et parmi les principaux auteurs de cette école décisionnelle, c'est en fait Simon, Thomson, Cohen, March et Olsen dont les travaux donc s'inscrivent dans cette école décisionnelle. Et pour commencer, il faut noter que la décision elle est considérée comme un processus d'optimisation. C'est-à-dire que décider en fait revient à choisir une option parmi un ensemble de possibilités. Et c'est la situation en fait à laquelle sont confrontés les managers en général pour les grandes décisions, c'est-à-dire celles qui ont un caractère unique ou pour des petites décisions, c'est-à-dire celles qui ont un caractère qui est répétitif. Et du coup, les managers dans une organisation ne sont pas les seuls concernés par la prise de décision. Et selon le niveau de centralisation ou de décentralisation, donc des choix, peuvent être faits à tous les niveaux de la hiérarchie organisationnelle. Et l'enjeu ici est donc de savoir comment se prennent les décisions à la fois à l'échelle individuelle et dans le contexte organisationnel et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo. Commençons déjà, on a parlé de la décision comme un processus d'optimisation. Alors nous allons commencer par la relation entre la décision et l'optimisation. Et en fait, la vision traditionnelle de la prise de décision, elle se réfère à la logique de rationalité. Et elle est héritée en fait de l'approche économique néoclassique standard, c'est-à-dire dans laquelle l'individu représentatif est ce qu'on appelle un homo economicus, c'est-à-dire un individu qui est capable de prendre des décisions et qui maximise son intérêt pour un ensemble de contraintes données. Et face à une situation de choix, d'accord, une fois qu'on a des choix, on appelle l'individu rationnel, c'est celui qui identifie toutes les alternatives possibles, en évalue les conséquences et choisit l'option qui optimise l'objectif qu'il cherche à atteindre. Et bien sûr, cette forme de prise de décision, elle conduit à un résultat unique, car seule l'option qui optimise l'objectif à atteindre est retenue. Et c'est pour cela qu'on parle de rationalité substantive, c'est-à-dire d'une rationalité qui conduit au résultat le plus optimal et surtout unique. Donc là, c'est par rapport à la décision, donc la relation entre la décision et l'optimisation et donc la rationalité substantive. Mais également, cette optimisation, elle a une relation en fait avec l'incertitude. C'est-à-dire que prendre des décisions de manière rationnelle ne signifie pas que tous les états du monde possibles sont connus de manière certaine à l'avance. Et du coup, trois grands cas de figure existent, chacun, bien sûr, appelant des règles de décision particulières. Nous avons premièrement la certitude. C'est lorsque le décideur connaît parfaitement les conséquences de chaque choix et donc dans ce cas, il est a priori aisé de déterminer la solution optimale. Deuxième cas de figure, c'est ce qu'on appelle le risque. C'est que le choix peut entraîner plusieurs conséquences, mais que le décideur connaît la probabilité en fait de chacune de ces conséquences. Et dans ce cas, excusez-moi, la règle de décision, elle consiste à choisir l'option qui a la plus grande probabilité de se rapprocher, bien sûr, à l'objectif visé. Au contraire de tout ceci, nous avons l'incertitude. Et là, c'est lorsque les décideurs ne connaissent pas les probabilités de réalisation de chacune des conséquences. Et dans ce cas, la règle de décision consiste en général à déterminer pour chaque option ce qu'il pourrait advenir de pire.
et à retenir au final l'option qui a les conséquences les moins négatives, on va dire, lorsque le pire se produit. Et c'est là qu'on parle d'une règle de type mini-max. Donc, on cherche la solution qui pourra tout simplement déterminer l'option qui pouvait advenir, donc ce qu'on appelle à la situation qui a des conséquences les moins négatives possibles. Donc là, c'est par rapport à l'optimisation, à la décision, l'optimisation qui est reliée avec l'incertitude, la certitude et le risque. Mais en fait, la prise de décision, elle prend en compte tout simplement la rationalité limitée. D'accord? Donc il y a une certaine prise en compte de cette rationalité limitée. Et en fait, c'est avec Herbert Simon qui est à l'origine d'un ensemble considérable de travaux et qui prend comme point de départ le fait que dans les organisations, les conditions sont rarement celles qui sont requises pour que s'exerce une rationalité absolue. Et du coup, selon lui, le milieu organisationnel et social doit être pris en considération et est nécessaire de pouvoir intégrer des dimensions qui sont subjectives et relatives dans la prise de décision. Donc, d'où la nécessité, comme j'ai dit, d'intégrer ces dimensions dans la prise de décision. Et puis, donc, pour prendre en compte cette rationalité limitée, nous allons commencer par la première des choses. C'est que ce qu'on dit l'impossible exercice de la rationalité absolue dans les organisations. C'est-à-dire que pour que la rationalité absolue puisse s'exercer, il doit y avoir un seul décideur ou alors plusieurs décideurs qui partagent exactement le même objectif et le même système de préférence. Le décideur doit être en mesure en fait de connaître toutes les alternatives d'un choix et d'en évaluer toutes les conséquences. Et bien sûr, enfin, il doit exister en fait des critères de choix qui permettent, sans aucune ambiguïté, de dire quelle est la meilleure alternative. Et du coup, dans une organisation, ces conditions ne sont pas réunies. Car premièrement, il n'existe pas un objectif unique, parfaitement partagé par l'ensemble des membres qui servirait de guide aux décisions. Le temps également disponible ne permet pas d'explorer toutes les alternatives. Les conséquences d'une décision ne sont pas connues à l'avance et c'est souvent sur la base des expériences passées qu'elles vont être évaluées. Et enfin, l'impact d'une décision dépend en grande partie des décisions qui seront prises par les autres acteurs. Et du coup, nous passons d'une rationalité qui est substantive, donc absolue, vers une rationalité qui est plutôt procédurale. Et dans ces conditions, la rationalité absolue ne peut pas s'exercer pleinement dans les organisations. On parle alors de rationalité limitée. Et du coup, à la rationalité de l'homo economicus qu'on a vu, donc l'homme économique, décrite décrite précédemment, Herbert Simon, lui, substitue cette notion d'homme économique, il la substitue à ce qu'on appelle l'homme administratif. Et là, il ne s'agit pas en fait de rejeter le principe de rationalité donc substantive, mais d'aboutir à une description plus réaliste de la façon dont il se manifeste dans les organisations. Et au lieu de mettre en œuvre un comportement absolument maximisateur, donc le minimax, les décideurs dans les organisations vont dans les faits arrêter leur processus de recherche lorsqu'ils auront trouvé une solution tout simplement satisfaisante, c'est-à-dire une solution qui remplit les critères recherchés compte tenu de l'information incomplète, de la pluralité des objectifs, de l'incertitude et des limites cognitives des décideurs. Et de manière imagée, cela revient à s'arrêter, à chercher une aiguille par exemple dans une meule de foin, comme vous connaissez, une fois que l'on a trouvé une aiguille suffisamment fine pour coudre. Et nous, lorsqu'on sera certain d'avoir trouvé l'aiguille la plus fine, et c'est là qu'on parle de rationalité procédurale. Et du coup, pour décrire le fait que le jugement de rationalité se porte sur le processus qui conduit à la prise de décision, ce type de rationalité se concentre donc sur la solution à un problème. Mais, ce type de rationalité ne se concentre pas en fait
ne se concentre pas sur le processus qui conduit à la prise de décision, mais ou par exemple ne se concentre donc pas sur la solution à un problème, mais sur la méthode qui conduit à trouver ces solutions, donc le processus, et il découle de la prise en compte de la rationalité procédurale, donc deux conséquences principales majeures dans la compréhension des organisations. Premièrement, il est nécessaire d'accorder de l'importance au processus de décision pour eux-mêmes et de ne pas considérer qu'ils aboutissent obligatoirement aux résultats optimaux. Et également, les solutions rationnelles ne sont plus uniques car il existe une pluralité de réponses qui permettent d'apporter une solution satisfaisante à un problème donné. Et du coup, tout simplement, cette rationalité limitée, cette rationalité procédurale, nous amène à parler d'une certaine coexistence de plusieurs types de processus décisionnels dans les organisations, et c'est avec James Thomson qui a montré en 1967 que plusieurs types de processus décisionnels peuvent coexister dans les organisations et qu'il est donc nécessaire de prendre en considération plusieurs cas de figure. Et du coup, les protagonistes d'une organisation peuvent être d'accord ou non en ce qui concerne les buts à atteindre et les préférences associées. Et là, ils peuvent ainsi diverger, d'accord? Ils peuvent diverger ou non sur les relations de cause à effet, c'est-à-dire sur l'interprétation des situations et sur les façons à résoudre les problèmes. Et là, ces deux dimensions peuvent être croisées pour donner lieu tout simplement à 4 situations différentes en matière de processus décisionnel. Et donc ces 4 situations, lorsqu'à la fois les objectifs et les façons de résoudre les problèmes sont clairs et partagés, le contexte de la prise de décision est celui qui est le plus comparable avec une approche rationnelle et permettant des calculs et des optimisations au sens traditionnel du terme. Lorsqu'au contraire, les objectifs sont clairs et partagés, mais il y a des divergences ou des incertitudes sur les meilleures façons de résoudre les problèmes, l'approche rationnelle et calculatoire cède du terrain à une approche plus intuitive, faite de jugements éclairés, de processus essais-erreurs, basés bien sûr essentiellement sur les expériences antérieures. Et lorsque, à l'inverse, ce sont les objectifs qui sont divergents et incertains, alors, même en présence d'un accord relatif sur les méthodes, le processus décisionnel sera de nature donc plus politique et résultera de compromis entre les différents groupes, de coalitions d'intérêts et de négociations et de marchandage. Donc on est dans une nature plutôt plus politique. Enfin, lorsque ni les objectifs ni les façons de résoudre les problèmes sont clairs et partagés, Thomson estime qu'il faut s'en remettre à l'inspiration d'un leader qui pourra intervenir et trouver une issue à cette situation. Et du coup, tout simplement, c'est ce qui nous ramène à parler de ce qu'on appelle le modèle de la poubelle dans les anarchies organisées. C'est-à-dire, dans certaines organisations, ou bien dans certains moments de la vie de toute organisation, il arrive que l'imprécision règne sur les préférences, l'engagement des individus ou des règles à suivre. Et c'est avec Cohen, March et Olsen qui désignent en 1972 sous le terme d'anarchie organisée qui sont caractérisées par premièrement des préférences incertaines. Donc les acteurs de l'organisation ici manifestent une grande variété de préférences peu cohérentes entre elles. Une technologie qui est floue, c'est-à-dire que les procédures internes ne sont pas bien stables ni bien comprises par les membres de l'organisation, qui agissent au mieux de manière pragmatique et en s'appuyant sur les expériences passées. Et enfin, une participation qu'on nomme fluctuante, c'est-à-dire que le niveau d'adhésion et d'engagement des membres de l'organisation est incertaine et fluctuant. On ne sait pas exactement qui participe à la décision ou à l'action, ni à quelle influence. Et du coup, dans ces organisations, les conditions préalables au choix rationnel ne sont pas remplies et la prise de décision est alors décrite de manière métaphorique comme une corbeille à papier ou le garbage can dans laquelle sont jetés par les différents participants à la fois des problèmes et des solutions. Et lorsque l'occasion de choix se produit, c'est-à-dire à un moment où une décision doit être prise, par exemple un recrutement, un licenciement, une promotion, une déportation,
dépense, une récompense, etc., celle-ci sera le résultat d'une interaction entre les problèmes et les solutions et ainsi que les participants. Et les situations d'anarchie organisée, elles ont été observées en fait par les auteurs au sein des universités, mais elles peuvent se rencontrer fréquemment dans des organisations à forte croissance, dans les secteurs émergents ou dans des situations de forte mutation organisationnelle. Et dans ces circonstances, le modèle décisionnel de la poubelle peut être porteur d'une certaine efficacité dans la mesure en fait précisément où il peut être porteur de solutions innovantes ou révélateur de problèmes non envisagés jusque-là. Et du coup, il revient alors aux décideurs ou aux managers de comprendre le fonctionnement et de l'utiliser comme une source possible d'apprentissage pour l'organisation. Donc tout ceci, tout simplement, ça nous amène en fait à la notion de prise en compte du pouvoir, tout simplement la prise en compte du pouvoir dans les processus décisionnels. Et donc, voyons un peu ce qu'est le pouvoir et quelles sont les caractéristiques de ce pouvoir. En fait, la prise de décision ne se révèle pas uniquement de logique cognitive, dans le sens où une décision peut être imposée ou choisie en fonction de l'influence exercée par ceux qui sont bien sûr favorables. Et du coup, il n'y a pas de définition unique de ce qu'est le pouvoir dans une organisation. Et différentes en fait formulations peuvent être utilisées comme vous voyez. Donc le pouvoir peut par exemple être comme la capacité d'une personne à influencer une ou plusieurs personnes, la capacité également d'une personne à obtenir d'autres personnes qu'elles exécutent ses ordres, la capacité également d'une personne à continuer à agir selon ses propres préférences en dépit des ordres qu'elle reçoit, et également la capacité d'une personne par exemple à faire en sorte que d'autres personnes agissent d'elles-mêmes dans le sens qu'elles cherchent, la capacité aussi à faire ou défaire des coalitions et la capacité à imposer des choix qui sont des conséquences importantes. Et du coup, la prise en compte des jeux de pouvoir conduit à donner une dimension politique au processus décisionnel. Et l'enjeu est dans cette perspective d'identifier qui sont les détenteurs d'influence dans une organisation, quels sont leurs objectifs et quels sont les besoins qu'ils cherchent à satisfaire, quel type d'alliance ils peuvent nouer et enfin, quels sont les moyens par lesquels ils peuvent exercer leur influence. Et dans un ouvrage publié en 1983 par Henry Mintzberg, il décrit en fait 5 fondements possibles du pouvoir que peut détenir en fait tout individu dans une organisation. Cela peut être le contrôle d'une ressource, le contrôle d'un savoir-faire technique, le contrôle d'un ensemble de connaissances cruciales pour l'entreprise, la détention de prérogatives légales par exemple, ou la capacité à être proche de ceux qui disposent d'un pouvoir reposant sur l'une des 4 formes d'un précédente, c'est-à-dire le contrôle des ressources, savoir-faire technique ou bien sûr l'ensemble des connaissances et tout ce qui est prérogatives légales. Et du coup, bien sûr, là, on voit bien les différents types de contrôle de ce pouvoir. Et Michel Crozier, en fait, donc pour conclure par rapport à ce cours, Michel Crozier, il considère qu'à partir du moment où tous les individus détiennent un certain pouvoir au sein d'une organisation, ce sont des acteurs du système. C'est-à-dire que chaque membre d'une organisation est aussi un acteur qui a ses propres intérêts, des marges d'action liées au pouvoir qu'il détient et qui s'insère dans un jeu. Donc, on est dans une théorie des jeux, dans un jeu qu'il subit et qu'il influence également. Et pour finir, la dynamique organisationnelle est alors le fruit des innombrables ajustements et arrangements interindividuels qui se déroulent au sein du système organisationnel. On a vu que l'organisation c'est un système et elle est marquée par l'incertitude. On ne peut donc pas assimiler on ne peut pas être assimilé en fait à un cheminement rationnel et planifié ex ante. Et notre cours touche à sa fin. Bien sûr, je vous dis très bon courage. Essayez bien sûr d'aller plus loin, surtout de chercher un peu sur ce qu'est la théorie des jeux. Donc je vous invite à lire un peu sur cette théorie des jeux. Et je vous dis à la prochaine séance.
avec les théories des organisations et merci pour votre attention.